pour accompagner, compléter, enrichir les cours pratiques de yoga, j'entreprends là aujourd'hui d'enregistrer quelques lectures commentées des Yoga Sutras de Patanjali. Les Yoga Sutras de Patanjali, c'est une compilation de 195 aphorismes concernant le yoga bien sûr, mais sous une forme qui n'est pas une forme pratique. Par contre, pour que ces lectures soient accompagnées de pratiques, je vous propose, pour être parfaitement en harmonie entre l'étude et entre la théorie et la pratique, je vous propose de prendre la posture de l'assise. La posture de l'assise, c'est la seule posture qui est indiquée dans les Yoga Sutras. C'est celle qui nous mène vers la méditation, vous le savez. Une assise confortable, le temps de la vidéo, qui ne sera pas très long, je vous rassure. Alors bien sûr, si vous le souhaitez, vous prenez cette position Sthira Sukham, confortable, qui vous permettra de rester immobile pendant toute la durée de notre séance. Alors soit assis sur une chaise assez ferme, mais les pieds bien posés au sol, le dos bien redressé. Dans tous les cas, le bassin et le dos doivent être bien redressés et l'appui dans le sol ferme et confortable. Donc soit une chaise assez ferme, soit un coussin comme vous avez l'habitude, une brique, même un dictionnaire suffit pour pouvoir être assis en tailleur, les genoux posés au sol, ou bien les jambes légèrement écartées devant vous, et rester stable et confortable, immobile pendant cette petite séance, si vous le souhaitez bien évidemment. Je ferai une vidéo spéciale sur l'assise prochainement, parce que c'est quand même un socle, c'est le cas de le dire. Alors, les Yoga Sutras de Patanjali, je viens vous dire, c'est donc 195 aphorismes. Alors, que sont des aphorismes? Ce sont des petites phrases courtes, pleines de sens. On pourrait dire des formes de sentences qui sont souvent assez elliptiques, assez synthétiques. Sutra veut dire fil, perle. Et donc l'idée de perle et de fil, c'est de fabriquer un collier donc qui dirait que tous les sutras sont interdépendants les uns des autres et connectés, puisqu'on dit maintenant connectés, et forment un tout indissociable. De quoi parlent les Yoga Sutras? Bien de la finalité du yoga, des moyens pour atteindre ce but, des modalités de l'action à mettre en œuvre jusqu'à la liberté suprême. Vaste programme. Mon idée dans ce travail, c'est d'approcher le yoga autrement que comme on en a l'habitude par nos exercices physiques ou respiratoires. Dans cette forme de yoga qu'on dit Hatha Yoga, le yoga de l'effort, qui regroupe toutes les formes de yoga actuelles, pratiquement, que ce soit le Vinyasa, le Bikram, le yoga du son, le Kundalini, l'Ashtanga, l'Iyengar et bien d'autres encore. Ce sont toutes des formes de yoga qui s'appuient sur le corps comme support pour avec une pratique corporelle, pour aller vers une pratique plus spirituelle. La vulgarisation actuelle fait parfois oublier ou éclipse parfois la dimension psychique du yoga et sa véritable finalité qui est la délivrance. Il existe d'ailleurs d'autres formes de yoga que le Hatha Yoga, qui est finalement très récent dans sa forme Hatha, et puis je ne parle pas des développements ultérieurs, mais même la forme Hatha Yoga est relativement récente.
Par contre, il existe des yogas cités dans les textes plus anciens, comme le Jnana Yoga, qui est le yoga de la connaissance, connaissance des textes, réflexion, étude. Le yoga, la Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, c'est le yoga, Bhakti veut dire dévotion, mais au-delà de la dévotion, ce serait une forme de yoga d'amour universel. Il y a des personnes à qui ça convient beaucoup mieux de faire leur recherche intérieure sous cette forme-là, et donc qui repose sur une foi, une croyance, peut-être en Dieu, mais pas forcément. Hein. Donc le yoga n'a pas de religion en soi, hein. Ce sont des façons d'être et d'aller vers l'être. On va voir. Et puis il y a le karma yoga, le yoga de l'action. Le yoga de l'action qui est bien développé dans ce qu'on appelle la Bhagavad Gita. Je ne vais pas expliquer ce qu'est la Bhagavad Gita, mais c'est un yoga de l'action du quotidien. Hein. C'est-à-dire que ça fait face à une réflexion qui nous permet de faire face à tous nos doutes, notamment les doutes par rapport à la décision, à agir. Ça veut dire prendre une décision dans une situation. On est partagé entre plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses, on hésite et à un moment donné, eh bien, il faut lever le doute pour agir. Voilà, c'est tous les jours, des milliers de fois par jour, on a des doutes sur ce qu'on va faire, ce qu'on va faire manger. Bon, alors effectivement, on n'a pas forcément besoin du karma yoga pour le décider, mais ça développe... En tout cas, ce karma yoga est très intéressant. Peut-être une autre fois, on y reviendra. L'étude, en tout cas, des Yoga Sutras et de tous les autres textes, j'ai parlé de la Bhagavad Gita, mais on pourrait en citer bien d'autres, nous remet sur un cheminement plus intérieur pour donner au yoga cette ouverture, sortir de la simple gymnastique de bien-être pour aller vers la recherche de l'être. Moi, l'idée de remettre en cause des techniques de bien-être, j'en pratique moi-même par ailleurs, c'est fort utile et fort agréable, mais il ne faut pas confondre. Le yoga n'est pas une pratique de bien-être, c'est bien une pratique pour s'ouvrir à l'être avec un grand E. Et dans cet esprit, c'est bien aussi un chemin. La finalité, c'est une chose, on parlera beaucoup de la finalité, de la délivrance. En attendant, faisons donc le chemin qui nous amène à plus de présence, plus d'être et plus de bien-être finalement quand même. Je vais citer Michel Angot qui est un sanskritiste qui a commenté les Yoga Sutras. Le yoga, conçu comme une voie d'équilibre et de sagesse, travaillant à promouvoir un mode de vie plus lucide et plus apaisé que celui qu'on tend à nous imposer. Donc, vous voyez, un mode de vie que celui qu'on tend à nous imposer. Donc on est bien placé en ce moment pour savoir de quoi il s'agit et de pouvoir avoir une force en soi pour que ce qu'on nous impose ne perturbe pas trop notre mode de vie, en tout cas ne contribue pas à l'angoisser, rester dans un mode de vie apaisé. Voilà de quoi il s'agit. Ainsi conçu, le yoga s'inscrit dans la perspective de Patanjali, mettre en jeu des pratiques concrètes, réveiller et recentrer les énergies et calmer le mental. Donc là on a tout dit, après il reste à faire. Hein. Pratiques concrètes, réveiller et recentrer les énergies, calmer le mental. Dans ce sens, le yoga de Patanjali est souvent dit Raja Yoga, le Raja royal, celui qui contient tous les autres, c'est le yoga, le Raja Yoga. Un beau programme. Dans ces vidéos, il ne s'agit pas bien sûr de faire, un cours théorique en déroulant, en commentant chaque sutra. Ce serait trop fastidieux, trop long, trop complexe. Ça relève il y a des milliers de commentaires sur les Yoga Sutras, faits par des sanskritistes, des philosophes, des historiens.
Je ne suis ni l'un ni l'autre, donc ce serait bien trop prétentieux de vouloir faire ça. Il existe d'ailleurs beaucoup de textes commentés à ce sujet. Je vais vous montrer quelques livres pour vous rendre compte de où on part et ce que ça veut donner. Alors, les Yoga Sutras de Patanjali, c'est le plus simple, il est en poche, ils ont été traduits par Françoise Mazet, ils sont extrêmement simples. Voilà, on a une phrase en sanskrit, sa traduction en français et quelques commentaires. Quand on lit ça, c'est loin d'être lumineux. Même si c'est fait pour aller vers la lumière, c'est loin d'être lumineux. Alors, pour nous aider, il y a des cours, il y a beaucoup de livres, alors beaucoup trop, parce qu'on peut aussi s'y noyer, mais je peux pour vous donner un exemple, celui que j'ai sous la main, mais il y en a d'autres, des commentaires de l'époque, de Patanjali ou à peine postérieurs, qui sont de gros livres commentés en sanskrit. Là, j'ai celui de Aliette de Grasse, voilà, les Yoga Sutras de Patanjali. Alors, pour vous donner l'exemple, déjà, c'est écrit beaucoup plus petit, et si je prends un sutra, voilà, donc le premier, par exemple, vous avez le sutra en sanskrit, sa traduction, puis alors là commence 3 pages de commentaires, écrits tout petit, épaisseur du livre, voilà, donc un éventail d'analyses, de commentaires, de réflexions, c'est passionnant, mais c'est pas toujours simple. Mon idée, à moi, est plus simple, c'est de faire une courte présentation du contexte, ce que je vais faire en une ou deux séances, du contexte, de l'époque, de qui a écrit quoi, sous forme de conversation. Alors une conversation suppose qu'on est plusieurs, j'espère qu'on sera plusieurs parce que vous me poserez plein de questions, peut-être pendant les cours, peut-être qu'un jour avec cette vidéo, on aura l'occasion de faire une séance spéciale d'échange. C'est un peu mon souhait, quoi. Donc, mon idée, c'est de prendre un sutra, tels que ceux que je peux vous citer pendant les cours, là, Sthira Sukham, par exemple, la posture ferme et confortable, ou la pratique dans le détachement. Enfin voilà, je vous en cite souvent, qui sont adaptés à nos postures et qui vous mènent quand même sur ce chemin de plus d'apaisement ou de profondeur. Ou bien des sutras qui nous concernent au quotidien. Il y a toute une partie des Yoga Sutras sur la façon de se comporter face à soi-même, face aux autres dans certaines situations, des indications sur des modalités d'être, et du coup qui nous permettent peut-être de réagir différemment dans notre vie par rapport à certaines situations. Alors aujourd'hui, une présentation du contexte et de l'environnement. Je vais commencer par le premier sutra. Le premier sutra dit « Maintenant commence l'enseignement ininterrompu du yoga ». C'est simple, court et compliqué. Compliqué, ça vous montre un peu la subtilité de ces sutras, leur elliptisme. Pourquoi compliqué, enfin complexe au moins, parce que maintenant on commence, donc on commence maintenant, et en même temps l'enseignement ininterrompu. Donc si c'est un enseignement ininterrompu, il ne commence pas maintenant, vous voyez, enfin, logiquement. Alors là, ça fait référence à quelque chose qui est propre quand même à un peu tous les enseignements, mais en particulier dans la tradition indienne, effectivement d'une transmission ininterrompue depuis des siècles, voire des millénaires, d'une transmission des textes, notamment par l'oral. Parce que le sanskrit est d'abord une langue orale, et l'écrit est
Les Indiens s'en méfient, enfin s'en sont méfiés pendant longtemps, comme peut-être quelque chose de figé ou quelque chose qu'on peut voler, enfin je ne sais pas. En tout cas, la tradition orale fait qu'on a pendant des siècles transmis ainsi des textes, et donc les Yoga Sutras arrivent quand même aussi dans cette transmission. Et l'attachement à la tradition également est très forte. Donc on ne fait jamais abstraction de la tradition. De même que dans la pratique, c'est très important de remercier, d'être remerciant, d'avoir une gratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont appris la pratique. Mais dans la pratique, nous n'avons pas appris que la pratique, qui nous ont transmis le yoga, on va dire. Donc moi je peux, par exemple, j'ai été formée à l'école française de yoga, dans lequel j'ai appris la pratique, mais pas que. C'est grâce à cette école que je suis rentrée dans les textes, et puis que ça m'a donné envie de poursuivre cette étude. J'ai été formée par Patrick Tomatis dans la transmission du yoga tel que vous la connaissez, que je vous transmets, lequel a été formé par Neil Outhoff, lequel a été formé par un maître indien, parent par an. On dit rendre grâce à ses maîtres. C'est important de ne pas oublier d'où on vient et ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Maintenant, donc, on commence ma propre transmission, sans trop de prétention, mais cette petite conversation. Donc, d'où vient, enfin, à quelle époque on peut situer ces fameux Yoga Sutras. Donc, une compilation parce que ça s'étale sur plusieurs siècles, du 2e siècle avant notre ère au 4e siècle après notre ère. 6 siècles. Ça laisse du temps, mais voilà, il a fallu tout ce temps-là pour arriver à un écrit aussi, parce que je vous dis, ça a dû se transmettre de manière orale pendant pas mal d'années. Il faut dire qu'en Inde, ils n'ont pas le même rapport à l'histoire, donc pas le même rapport aux dates. Les dates sont plus élastiques, c'est moins important pour eux de situer dans le temps, puisque tout ça se transmet, donc c'est comme si c'était maintenant. À chaque fois, c'est maintenant, c'est-à-dire que quand on dit maintenant commence l'enseignement ininterrompu du yoga, c'est maintenant que ça commence, en effet, mais avec toute la tradition. Donc, ils ont une conception de l'histoire plutôt cyclique. Donc, on a commencé l'enseignement du yoga et à chaque fois, on recommence la même chose, on repart des mêmes bases, et pour tout comme ça. Donc, les dates sont un petit peu élastiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette compilation s'inscrit dans une chaîne aussi là, au moins dans une période intellectuellement très riche et très féconde. Riche et féconde, c'est un peu la même chose, mais très créatrice, on va dire, philosophiquement en tout cas. À partir du à peu près 8e siècle avant, on dit plus Jésus-Christ, avant notre ère, c'est à partir de ce moment-là que naissent les grandes philosophies sur lesquelles reposent encore nos sociétés actuelles, qu'elles soient occidentales ou orientales. Et ces grandes philosophies qui ont établi les fondements de notre pensée, même si ça s'est développé par ailleurs, je veux dire, on se base toujours sur ces... On a toujours ces mêmes bases que sont... en Inde, c'est le bouddhisme et dans bien d'autres endroits. Nous sommes plutôt sur les philosophies grecques, Platon, Socrate, Héraclite, enfin tous les philosophes grecs, mais également indo-européennes, parce que les Grecs se sont alimentés des vagues de migration indo-européenne, et l'Inde également se sont alimentés des vagues d'immigration, enfin bon, ça c'est l'histoire. Mais et les orientaux sur le Confucius, le taoïsme et tout ça, c'est a formé de grandes pensées philosophiques. Si ça vous intéresse pour ceux qui sont déjà peut-être dans cette recherche, de connaître un peu ce qui s'est passé juste avant en Inde en particulier. Il y a le petit livre d'Isé Tardan-Masquelier qui s'appelle Les Maîtres des Upanishads,
qui retrace bien, pour l'Inde en tout cas, cette évolution, passant d'une société très religieuse et très codifiée, reposant sur le sacrifice et les rites. Souvent les religions très anciennes, presque toutes les religions anciennes avaient des rites et des sacrifices. Et alors des sacrifices humains depuis longtemps non, mais des sacrifices d'animaux encore. Hein, j'ai vu faire moi des sacrifices de poulets au Népal. Donc cette société, enfin cette forme de religiosité a été remise en cause par justement ces nouvelles pensées, ces nouvelles formes de pensée, comme celles du bouddhisme, qui sont plus épurées, qui veulent se libérer justement de ces rites, et qui donnent lieu à un nouveau mode d'enseignement et de transmission, faisant plus appel à la réflexion individuelle. Donc là on voit arriver l'individu et non plus le collectif qui obéit à une société répétitive de rites, etc. De plus individuel, et qui voit apparaître le jeu. Le jeu avec la question qui suis-je, moi, individu. Vous verrez que c'est très important. Dans les Yoga Sutras, on retrouve cette interrogation sur qui est mon petit moi et mon moi profond, mon moi, ma personne extérieure, ma personnalité, et où est mon moi profond, mon moi essentiel. On voit apparaître ce jeu, donc Socrate c'est je sais que je ne sais pas. C'est simpliste, mais c'est vraiment une des phrases principales de Socrate, mais c'est pas la seule chose qu'il ait développée. Voilà, c'est juste la parenthèse de la philosophie, mais qui a son importance pour nos Yoga Sutras, car ceux-ci s'inscrivent dans cette continuité, et on y retrouve beaucoup ces questions sur l'être humain, et comme dans le bouddhisme, comme Bouddha, qui s'est posé toutes ces questions sur la souffrance humaine, d'où vient-elle, quelles sont ses causes, comment peut-on s'en libérer ou la transformer, des indications sur les attitudes à avoir vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. C'est toute la richesse des Yoga Sutras. On va retrouver tout cela dans les Yoga Sutras. La prochaine fois, je vous parlerai de Patanjali et de la construction des Yoga Sutras. Et je vous propose de continuer votre méditation quelques instants. En musique.